HAD, donc ça date de 57. La première reconnaissance légale dans les textes, c'est 70. En 91, on parlait d'une alternative à l'hospitalisation. En 2007, c'est l'autorisation des HAD à intervenir dans un EHPAD. Et c'est que depuis 2009 qu'on n'est plus une alternative, mais qu'on est vraiment un établissement de santé à part entière. Et depuis 2013, donc, il y a une volonté politique donc, à développer l'HAD, parce qu'aujourd'hui, ça représente quasiment rien, je dirais, par rapport donc, rapporté donc, à l'hospitalisation conventionnelle, qui est autour de 0,5-0,6%. L'idée, c'est de développer, donc, de passer de doubler de 0,6 à 1,2%. Donc, sur le territoire national, vous avez autour de 300 établissements d'HAD, de taille très différente. Donc, 62% sont des ESPIC, 26% du public et 12% du privé, avec une forte augmentation sur les 10 dernières années, donc avec plus de 150%, et ça représente aujourd'hui donc 110 000 patients pris en charge par an. Donc, en général, sur les HAD, c'est polyvalent. Vous n'avez pas forcément que de l'adulte, mais il y a aussi de la pédiatrie et l'obstétrique, avec une inscription territoriale forte. Alors, les prescriptions d'HAD restent principalement donc l'aval de l'hospitalisation, à 70%, donc ça ce sont des chiffres sur l'ensemble, sur France entière. Lorsqu'on regarde sur l'île de France, c'est quasiment 90%, entre 90 et 95% des entrées en HAD via l'hospitalisation. C'est pourquoi donc, on a un gros travail donc, de lien avec la médecine de ville. Donc l'HAD, c'est du 7-7, 24-24 avec des interventions multiples, et vous retrouvez en HAD l'ensemble des professionnels que vous pouvez avoir donc, à l'hôpital, actuellement, psychologues, assistants sociaux, kinés, médecins coordonnateurs, etc. Donc il y a des staffs pluridisciplinaires donc, hebdomadaires, et le médecin traitant reste le médecin qui suit son patient au cours de la prise en charge en HAD, en sachant que le médecin coordonnateur a une place de plus en plus importante pour plusieurs raisons. D'abord parce que le médecin traitant n'est pas toujours disponible pour intervenir aux besoins donc, ou lorsqu'il y a une acutisation d'un problème de santé de son patient. Parfois, le médecin traitant ne fait plus de visite à domicile et quelquefois, le patient qui rentre en HAD n'a pas ou n'a plus de médecin traitant. Et du coup, donc, le médecin coordonnateur donc, pallie cette difficulté. Alors, pour clarifier donc, les prises en charge en HAD sur la partie adulte, donc, on a 6 grandes filières. Donc, on a la filière donc, cancérologie, vous avez un panel, ça va de la chimiothérapie, les soins de support et les surveillances post-chimio. La deuxième filière, ce sont les soins palliatifs. Alors, grande majorité, donc, c'est les pathologies cancérologiques, mais c'est aussi les maladies neurodégénératives en fin de vie à domicile. La filière numéro 3, c'est tout ce qui est handicap. C'est typiquement le patient en soins de longue durée qui se retrouve à domicile, qui s'acutise, qui a besoin d'une perf sous-cute, qui a un nursing lourd, qui quelquefois a une alimentation donc, artificielle. La filière 4, ce sont les plaies complexes. Ça, c'est l'historique de l'HAD avec les escarres donc, et les ulcères qui constituent donc, le gros de l'activité. La 5e filière, donc, c'est la post-chirurgie. L'idée, c'est de diminuer les durées d'hospitalisation donc, et de transférer donc, ces patients donc, chez eux à la suite donc, d'un acte chirurgical. Et la dernière filière, c'est tout ce qui est les traitements intraveineux, principalement les antibiothérapies, et ça intéresse donc souvent l'hôpital parce que ce sont souvent des patients BMR, BHR. Alors, juste pour regarder donc, la partie, donc, les entrées, donc l'hôpital, le domicile, donc les prises en charge, donc on a HAD la partie rouge. Alors, on dit de durée limitée, mais on sait bien qu'on a des patients âgés, très âgés, qui restent en HAD plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années, parce qu'il y a un niveau de soins trop important pour organiser un relais. Pour les autres, il y a très souvent, donc, pour les patients âgés, donc, des relais avec des SIAD, des libéraux ou des structures donc, d'aide à domicile. Alors, quelques messages importants. Une personne âgée, même seule, avec des troubles cognitifs, ce n'est pas une contre-indication en HAD. Le deuxième point, c'est vrai que les délais d'entrée en HAD sont souvent quelquefois un peu plus longs parce que l'HAD apporte l'ensemble, un panel de services, sauf la réalisation donc, des courses et donner à manger donc, à la personne âgée. Donc, ce qui veut dire qu'il faut un minimum d'organisation pour qu'il y ait au moins une aide ménagère, une aide informelle, voire une auxiliaire de vie. Les durées d'hospitalisation versus patients âgés versus patients plus jeunes donc, sont forcément un peu plus longues. Et nous nous inscrivons vraiment dans une gradation des soins entre le SIAD et les libéraux.
Donc, ce sont des rappels que moi je fais auprès donc, de mes collègues prescripteurs donc, hospitaliers et de ville. L'idée, c'est vraiment d'anticiper lorsque vous pensez donc HAD, mais donc déjà donc, de pouvoir nous contacter pour savoir donc, si ce patient relèverait bien d'une prise en charge en HAD. Le deuxième point, c'est d'avoir l'accord du patient et de l'entourage, parce qu'on sait qu'on a quasiment la moitié des patients pour lesquels il n'y aura pas une prise en charge en HAD parce que l'entourage et le patient ne sont pas d'accord et c'est des choses qui n'avaient pas été donc, posées avant d'entrer en HAD. Le travail social, c'est vrai que c'est important que ça soit initié déjà donc, en hospitalisation conventionnelle avant d'entrer en HAD, puis après donc, il y a un relais avec notre assistant social donc, de la prise en charge à domicile. Les aides à mobiliser, on en a parlé, et puis toute la sortie, donc l'idée donc, de pouvoir rentrer dans l'idée d'un parcours. Et c'est vrai que donc, après une prise en charge en HAD, on est dans le cadre d'une gradation des soins. Lorsque les choses se stabilisent, on travaille en articulation avec les services infirmiers à domicile. Bon, juste ça, c'est une méta-analyse pour vous dire en termes de résultats encourageants pour des patients donc, âgés, donc en soins palliatifs, versus une prise en charge conventionnelle. On voit que les patients donc, restent majoritairement à domicile plus longtemps et jusqu'à la fin versus une prise en charge conventionnelle. Alors, là, je reviens sur quelques données sur notre HAD, donc APHP, pour vous dire, quand moi je suis arrivé donc, il y a 3 ans, je suis gériatre de formation. En fait, vous avez quasiment 50% de la population adulte en HAD de la PHP, mais c'est valable sur les autres HAD, qui a plus de 75 ans et plus. Donc on voit vraiment qu'on est sur une population donc, âgée, très âgée, avec des patients donc, qui sont souvent donc, seuls à domicile, avec des prises en charge complexes. Donc là, c'est l'ensemble des modes de prise en charge qu'on retrouve chez nos patients âgés donc, en HAD, donc principalement les pansements complexes. On a quasiment 25%, donc ce sont les soins palliatifs. Puis ensuite, on a des chimios et des post-chimios, des nursing lourds, comme j'en parlais tout à l'heure, et puis tout ce qui est alimentation artificielle et antibiothérapie. Juste quelques données sur, à partir de notre population donc, âgée donc, en notre HAD, pour vous dire que, je ne sais pas si tout le monde voit, mais j'ai juste mis les points importants, donc c'est en rouge. Ça, c'est à partir, donc on a fait une évaluation à partir de l'outil RAI qu'on utilise donc, de façon dans notre HAD. Donc on voit qu'on a quasiment 25% de notre population âgée à domicile qui vit seule. On a 33% des aidants qui présentent donc des difficultés. On a une large majorité de patients qui ont des incapacités fonctionnelles donc pour l'ensemble des activités de la vie quotidienne. Et on a 2/3, ça c'était difficile à savoir parce qu'on a 2/3 de patients qui ont des difficultés cognitives. Alors ça peut être des difficultés, des plaintes mnésiques jusqu'à des troubles cognitifs sévères, mais en sachant que lorsqu'on regarde donc les diagnostics, on a très peu de patients pour lesquels il y a eu un diagnostic posé. Mais pour vous dire, donc, on a quand même 2/3 des patients en HAD qui ont des séquelles fonctionnelles importantes et qui ont des troubles cognitifs manifestes. Là, sur l'ensemble donc, des soins techniques, lorsqu'on regarde donc, tout ce qui est thérapie intraveineuse, les soins d'ulcère, les soins de stomie, les nutritions, les KT, les oxygénothérapies, on voit qu'il n'y a que 6% qui n'ont pas ce type de soins techniques. Et à côté de ça, on a 54% qui ont au moins un de ces soins et 40% qui ont plus de 2 soins parmi l'ensemble de cette liste. Et la dernière information, c'est le nombre de professionnels mobilisés auprès des personnes âgées en HAD. On voit que 80%, il y a plus de 4 professionnels, au moins 4 professionnels. Alors ça veut dire pas forcément 4 professionnels tous les jours, mais c'est en général au moins une infirmière tous les jours, au moins une aide-soignante tous les jours, plus ou moins l'intervention de la diète, plus ou moins l'intervention de l'assistante sociale, plus ou moins l'intervention du kiné, de la psychologue, voire du médecin coordonnateur. Mais pour vous dire qu'on a une intervention qui est souvent donc, assez importante, multiprofessionnelle. Juste quelques points donc, pour terminer donc, en termes de perspective. Donc, on est vraiment dans une volonté donc, d'améliorer toujours la qualité des interventions. La première des choses, ça va être donc, d'utiliser donc, un outil d'évaluation multidimensionnelle. Tout à l'heure, je vous parlais donc, à partir de nos résultats. Donc, ça va être donc, de mettre en place un outil qui soit validé pour améliorer l'approche donc, globale de nos évaluations. Le deuxième point, c'est la formation en gérontologique. Donc, nous avons des formations en interne donc, auprès de l'ensemble de nos soignants. C'est aussi la question de la médicalisation donc, de l'HAD. On voit bien que les médecins traitants ne pourront pas forcément toujours répondre en sachant que nous, on est vraiment à vouloir s'appuyer sur le médecin traitant, mais souvent il est en difficulté. Mais l'idée, c'est que le médecin coordonnateur puisse être en appui de ce médecin traitant. Et en particulier, compte tenu donc, de la population des patients pris en charge en HAD, on recrute donc principalement, pas principalement, mais quand même pas mal de gériatres.
Le deuxième point, donc, c'est toute la question de l'inscription de l'HAD dans la filière. On en parlait donc juste avant l'intervention. Il y a un travail que l'on est en train de faire, c'est toute l'inscription, c'est les liens entre l'HAD et les interventions donc, en EHPAD. On a vu qu'on est autorisé à intervenir que depuis 2007. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est 3 à 4% des interventions sur l'ensemble de la population adulte, donc ce qui reste très limité. Et je pense qu'il y a vraiment un champ de connaissances mutuelles entre les EHPAD et l'HAD. Et le dernier point, c'est toute la question donc, de la recherche. Il n'y a quasiment aucune recherche digne de ce nom donc, sur les prises en charge HAD versus les prises en charge conventionnelles. Et là, donc, on a un programme de recherche sur les prises en charge donc, dans le cadre des personnes âgées, donc sur la prise en charge d'un myélome multiple, donc avec des chimiothérapies versus les prises en charge conventionnelles et hôpital de jour, pour voir les impacts en termes de qualité de vie, le fait de rester à domicile versus d'aller en hôpital de jour pour avoir ces chimiothérapies. Et puis aussi, il y a tout le champ sur toute la question donc, des objets connectés et le domicile. Merci.